Aujourd'hui, on va parler de science-fiction philosophique et d'une erreur fondamentale que pratiquement tout le monde fait quand il s'agit d'interpréter ces œuvres-là. Mais en vérité, comme vous allez le voir, ce dont on va parler, c'est un problème beaucoup plus fondamental parce que cette confusion-là, cette erreur-là, elle s'applique à toutes les situations de la vie et on tombe toutes dedans plusieurs fois par jour tout le long de notre vie. Okay. Donc, en vérité, on va parler de la science-fiction philosophique, mais c'est de la situation globale de notre belle planète dont on va parler, et vous allez voir pourquoi. Alors, mon nom est Christian Maltais, poète, philosophe et toutes ces belles choses. C'est quoi l'erreur que le monde fait? Okay? Puis de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de science-fiction philosophique? Science-fiction philosophique, je vais commencer par ça. On a toute une idée assez vague de ce que ça veut dire, mais bon, la science-fiction, c'est un genre littéraire qui est particulièrement réputé pour ses idées. C'est pas tous les romans, ni les films, ni les comics de science-fiction qui en ont, mais il y en a quand même beaucoup, ça se prête à ça. La nature de la science-fiction est extrêmement propice à discuter ce qu'on appelle généralement les idées. Là, quel est le sens de la vie, les questions politiques, les questions sociales, toutes ces affaires-là. Et donc, du coup, science-fiction philosophique, c'est un film qui cherche plus ou moins par exprès à parler de ces choses-là. Dans un instant, je vais vous donner une série d'exemples de films de science-fiction. Il y en a 4 en tout, films et romans, en fait. Je vais vous présenter l'exemple de comment il ne faut pas le faire. Puis, sous la forme de Ayn Rand. Et après ça, on va parler de 3 œuvres qui illustrent comment ça marche réellement, la science-fiction philosophique, puis comment il faut réellement l'aborder. Là, c'est quoi l'erreur dont je parle? Donc, 3 exemples. Ça va être Star Trek, en particulier la vieille série, Crash de Cronenberg et Main gauche des ténèbres de Ursula Le Guin. Je pense que dans l'ordre, je parle de Le Guin avant Crash, là, mais ça va être ça nos 3 œuvres. Et c'est quoi l'erreur que tout le monde fait? L'erreur, c'est de mélanger un discours logique avec un discours poétique. C'est ça l'erreur. Puis, qu'est-ce que ça veut dire discours logique versus poétique? Je vais présumer que vous êtes un être humain et en tant qu'être humain, vous avez probablement remarqué que vous avez quelque chose comme des pensées et quelque chose comme des émotions. Et puis je dis quelque chose comme parce que quand on commence à se pencher vraiment là-dessus, on remarque que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît de délimiter vraiment tout ce qui se passe entre nos 2 oreilles. Parce que bon, l'imagination, on fait quoi avec? La volonté, c'est quoi? Tous ces genres de questions-là. J'en ai parlé un peu plus longuement dans ma vidéo sur Andromeda Strain, là, dans la réflexion, la deuxième moitié de la vidéo. Mais l'idée générale, là, la version extrêmement résumée, c'est que on a des sensations qui nous viennent du monde soit extérieur, sensations qui nous viennent par nos sens, ou des sensations qui nous viennent de l'intérieur, bon, des choses comme l'intuition, etc. Auquel cas, l'équivalent des sens, c'est notre imagination, grosso modo, je fais la version résumée. Et un coup qu'on a reçu, donc c'est ça, ces messages, ces rêves étranges, donc l'imagination, c'est la même fonction que les rêves, donc le rêve étrange, on est dans la lune, puis là, on a une idée bizarre qui nous vient par la tête. Là, bon, tout ça, un coup qu'on a reçu le message de l'intérieur ou de l'extérieur, ok, une situation X, Y, Z, on a 2 manières de l'interpréter fondamentalement. On peut soit l'analyser de manière rationnelle avec notre appareil de pensée, puis noter des faits, tout ce genre de trucs-là, tirer des conclusions plus ou moins logiques. Bon,
tout ça, que ce soit strictement logique au pied de la lettre, là, OK, comme dans les universités américaines, ils enseignent, là, dans les départements de mathématiques, ça, c'est la logique appliquée, la logique formelle, etc. Moi, j'adore ça, c'est super intéressant. Mais là, ici, quand on parle de logique, on parle de tout ce qui participe à notre faculté d'analyse mentale. Okay? Tout ce qui repose sur une utilisation précise des mots, en tout cas, on espère qu'elle est précise pour articuler des idées qui s'enchaînent l'une après l'autre pour construire un raisonnement, au bout duquel, on l'espère, on parvient à une conclusion le plus solide qu'on peut. OK? Mental, rationnel, tout ça, c'est logique. Au sens large, qui est le sens qu'on va employer aujourd'hui. Mais il y a l'autre manière de recevoir, d'autres manières d'interpréter donc les signaux qu'on reçoit, ce monde de chaos. OK, c'est ça. Donc, puis l'autre manière qu'on a d'interpréter le monde, de comprendre le monde, c'est via la sensation, en fait. OK? Puis, pour faire la version courte, là, le médium qu'on utilise, le moyen qu'on utilise, l'être humain, pour créer du sens à partir de ces sensations-là, c'est le récit. Okay? C'est raconter une histoire qui exprime ce réseau complexe, okay, de sensations, puis d'impressions, puis d'intuitions, puis de pensées, mais c'est cette amanchure-là qui est extrêmement complexe, beaucoup plus complexe que ce qu'on est capable de circonscrire à l'intérieur d'un seul concept, une seule idée. Donc, une manière qu'on a d'articuler ça, la manière la plus ancienne qu'on a et la plus efficace qu'on a, c'est raconter une histoire. Ce qui arrive, c'est que parce que tout ça se passe essentiellement entre nos deux oreilles, puis parce que nos pensées, même nos discours logiques et rationnels sont susceptibles de provoquer des émotions en nous. Puis parce que, bon, par exemple, notre cerveau est tout à fait capable de construire quelque chose qui ressemble à un raisonnement logique, mais juste en assemblant des récits entre eux, puis en arrivant à une conclusion qui, pour notre appareil de perception, est logique, okay? Est une conclusion logique, mais qui est articulée uniquement à partir de récits et donc de sensations qui ne sont pas du tout de l'ordre du mental, qui raconte entièrement autre chose. Bien, pour cette raison-là, parce que tout ça, ça se passe dans notre tête, puis dans notre corps, on est mélangé. Puis ça fait qu'on prend nos récits pour des analyses logiques. Notez ici, avant que je commence notre analyse des 4 œuvres pour illustrer le problème et comment y remédier, notez que je ne suis pas en train de dire que l'erreur que les gens font, c'est mélanger la réalité et la fiction, qui est une phrase qu'on entend extrêmement souvent. Et généralement sur un ton assez condescendant, n'est-ce pas? C'est un reproche en général que les gens nous font. C'est pas du tout ça mon propos ici. Puis pourquoi? Parce que parce que mélanger la réalité à la fiction, okay. Le problème qu'il y a, c'est que la fiction est une des manières qu'on a d'accéder à la réalité, qui est tout aussi valide que l'analyse logique, essentiellement. C'est ce que je viens de dire. Là. C'est quand quelqu'un raconte, écrit un poème, ou fait une pièce de théâtre, ou une émission de télé, ou un film, okay, il est en train d'exprimer quelque chose de fondamental, on peut l'espérer, sur l'existence qu'il a vécue, peu importe. Il est en train d'articuler quelque chose, puis la vérité est qu'il ne peut pas l'exprimer. Ce qu'il exprime par l'œuvre d'art, okay, qui fait partie de l'existence, okay, ben, il ne peut pas l'exprimer par une série de formules mathématiques. Là. Okay, c'est quoi un coucher de soleil? Okay, en formule mathématique? Ben, vous allez peut-être pouvoir noter quelque chose sur la réfraction de la lumière, puis des calculs comme ça, mais vous n'avez pas l'expérience du coucher de soleil. Okay? Ben, une œuvre d'art, c'est une manière de reconstruire l'équivalent du coucher de soleil, mais pas ce que l'artiste, le créateur,
a voulu exprimer, chercher à exprimer cette intuition vague qu'il avait à l'intérieur de lui ou elle. Voilà le principe. Alors, encore une fois, ici, l'enjeu, c'est pas mélanger la réalité et la fiction, parce que la fiction, entre guillemets, est une manière extrêmement précieuse, là, okay? Précieuse et légitime d'accéder à la réalité. Le seul truc, c'est qu'elle ne le fait pas de la même manière que le discours rationnel en tant que tel. Et l'erreur qu'on fait, c'est de mélanger les deux. Puis je noterai, dernière phrase de cette introduction, que vous remarquerez que quand quelqu'un vous reproche de mélanger la réalité et la fiction, si vous creusez vraiment, vous allez voir que c'est un récit, ce qu'il est en train de faire. OK. Quand un animateur télé des pro-sciences, là, OK, style Neil deGrasse Tyson aux États-Unis, ce genre de personnes-là, fait une montée de lait sur la superstition des gens, puis qui est très, très, très animé, puis c'est la formule en général. Hein, pour devenir une personnalité scientifique à la télé, par exemple, quelque chose comme ça. Généralement, il y a certainement toute une catégorie de personnages publics qui se lancent dans cette carrière-là, puis mépriser la superstition puis dire que la science est supérieure fait énormément partie de ce personnage public-là. Tu sais, Carl Sagan, il y avait beaucoup de ça, etc., etc. Puis l'idée ici est que quand ils sont en train de faire ça, ils ne sont pas dans un discours logique rationnel. Ils sont en train d'utiliser l'affect et l'émotion pour construire un récit basé sur l'émotivité pour vous convaincre de la supériorité de la raison. Mais il me semble à moi que ça m'articule plutôt précisément qu'articuler un récit poétique est une manière importante parfois d'exprimer les idées qui nous sont chères, voyez-vous, que c'est légitime. Voilà. Donc, mais voici, commençons par un exemple de quelqu'un qui fait, on va dire, de la science-fiction philosophique, mais pas de la bonne manière. Puis qu'est-ce que je veux dire par pas de la bonne manière? Parce que c'est un jugement de valeur. Je vais vous dire, je vais vous présenter l'œuvre très rapidement, puis je vais vous dire après pourquoi je considère que c'est pas bon. OK? L'auteur, l'autrice, si vous voulez, c'est Ayn Rand. L'œuvre que j'ai choisie, c'est Atlas Shrugged. Je ne l'ai pas lu, hein. J'ai lu 2 pages, je pense, d'Ayn Rand. Je l'ai dans ma bibliothèque ici. J'en reparle dans quelques instants. Il y a aussi 3 films sur Atlas Shrugged. C'est une saga désopilante, en vérité, d'aller voir qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant le tournage de ces films-là, parce que le point de vue de Madame Rand, qui, pour ceux qui l'ignorent, est une émigrée russe qui a fui la révolution soviétique et qui s'est réfugiée aux États-Unis, où elle a publié une œuvre colossale, certainement en termes de volume, qui a une énorme influence sur ce que, pour regarder ça simple, je vais appeler l'extrême droite américaine. Puis la frange là, vraiment, vraiment, vraiment ultra délirante de l'extrême droite américaine. Et Atlas Shrugged, c'est un roman qui illustre les thèses de Madame Rand, qui sont que... Atlas Shrugged, ça raconte, je pense, l'histoire d'un architecte là, brillant, et etc. Là, c'est un surhomme, comme sont tous ces personnages. Et tout le monde est jaloux, et les syndicats maléfiques veulent lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils sont minables, puis ils sont minables parce ils parlent de l'entraide, puis tout ça, mais ils comprennent pas que le capitalisme est la seule vertu, parce que l'égoïsme est la seule valeur réelle, puis il faut être le plus égoïste possible, et la seule manière que la société peut fonctionner, c'est d'être le plus égoïste possible. Et quand on est au sommet de son égoïsme, alors on parvient à exprimer notre pur génie qui fait qu'on bâtit des gratte-ciels comme le personnage d'Atlas Shrugged. Je ne sais pas si c'est John Galt, mais je ne suis même pas certain. Puis à un moment donné, il disparaît, puis évidemment, c'est lui le Atlas du titre, parce
que, ben évidemment, s'il n'y a pas les surhommes capitalistes dotés d'un cerveau transcendant, dont le courage et la vertu, parce qu'ils sont ultra égoïstes, sont largement au sommet de la plèbe médiocre et minable qui rampe comme des larves, ok? Sur le terreau fertile de leur crétinisme, n'est-ce pas? Bien voilà, si le méga capitaliste disparaît, ce qui arrive dans Atlas Shrugged, eh bien la société s'effondre parce que les êtres humains sont des demeurés à part pour les méga capitalistes qui pensent comme Ayn Rand. Bon, puis, bon, vous avez remarqué par quelques détails subtils, des indices subtils de la présentation que je viens de faire, que je ne suis pas un adepte des théories de Madame Rand. Mais, le problème n'est pas là. Parce que, d'une part, comme j'ai mentionné, j'ai lu 2 pages de son bouquin, là, je pense que c'est Anthem ou quelque chose comme ça. Puis sincèrement, j'ai été très impressionné parce que c'est très convaincant, en fait. C'en est troublant même à quel point c'est convaincant. Puis je peux comprendre pourquoi des gens qui cherchent en vérité, généralement, les gens qui lisent ça, c'est parce qu'ils cherchent à justifier leur désir d'égoïsme. Là. Ça, c'est le monde que ça attire, c'est ça. Puis c'est en vérité dans l'éthique américaine et britannique, c'est extrêmement répandu en fait. Là. Ça aussi, c'est assez troublant quand on commence à regarder à quel point l'éthique anglo-saxonne a passé du temps dans les derniers 125-150 ans à trouver des justifications philosophiques pour lesquelles c'est correct d'être le summum de l'égoïsme puis d'écraser tout le monde parce que, tu sais, la loi de la jungle, etc. Bon. Mais le fait est que c'est bien écrit. Pas Atlas Shrugged, mais Anthem. Encore une fois, Atlas Shrugged, je ne l'ai pas lu. Puis le reproche qu'on lui fait, qui fait que je dis que c'est pas bon, je pense pas que c'est au niveau de la... C'est pas au niveau de la prose, en fait. C'est pas ça mon propos ici. Je rajouterais que c'est sur les 2 pages que j'ai lues de son livre. C'est pas beaucoup, mais c'est assez pour se faire une idée, là. Superficielle et sommaire, mais une idée. Puis mon idée, c'est que, elle est convaincante, elle écrit bien, ça donne le goût de lire son truc. Elle est extrêmement convaincue de ce qu'elle dit. Il n'y a jamais une once de doute dans quoi que ce soit. C'est pour ça, entre autres, que c'est aussi convaincant. Elle parle beaucoup d'Aristote, puis ce genre de philosophe-là. Bon, elle a écrit un livre qui s'appelle « Philosophy, Who Needs It ». Je ne l'ai pas lu, lui, j'ai l'intention de le lire. Je présume que c'est pas une apologie de Socrate, ok? Mais, encore une fois, le problème, il n'est pas là. OK. Si j'avais à faire une analyse philosophique, donc rationnelle, de son traité, son essai, si on veut, philosophique, là, celui que j'ai ici, c'est ça, donc le discours logique, je regarderais ses arguments, puis je regarderais les sources qu'elle utilise, peut-être les traductions, s'il y a des citations, je pense qu'il n'y en a pas, mais mettons, puis je m'assurerais que je m'assurerais que les définitions des concepts qu'elle utilise ne sont pas flous, qu'elle précise à peu près ce qu'elle veut dire quand elle emploie tel mot ou tel autre. Ce genre de choses-là, les trucs qu'on trouve dans les premiers livres, la logique d'Aristote, la base. Là, okay? Ça serait la partie logique, justement. Mais ici, Madame Rand, elle a écrit un roman philosophique, qui se présente comme tel. Puis c'est quoi le problème? Le problème, c'est que c'est célèbre parce qu'il y a une séquence de 80 pages où est-ce que quelqu'un se fait traîner devant un tribunal. Je pense une fille, là, Dani quelque chose, et encore une fois, j'y vole mémoire, là, si vous l'avez lu, vous me direz, mais il y a un procès, et pendant le procès, « Avez-vous quelque chose à déclarer? » dit le juge. Puis là, notre personnage se lève, puis là, il commence, là, il part. 60 à 80 pages d'un monologue idéologique, là, c'est ça que c'est. C'est juste, OK, voici le point de vue de Ayn Rand sur la vie, qui ressemble à ce que j'ai dit un peu tantôt. Puis, bon, mettons que vous trouvez ça intéressant.
ou vous trouvez ça valide. Précisément, le truc, c'est que c'est pas ça la question ici. C'est pas ça qui fait que c'est pas bon. OK? C'est pas que, que les idées de Rand, encore une fois, me paraissent complètement irrecevables et que ces arguments, quand on commence vraiment à les regarder, tiennent pas vraiment la route, puis que elle remet en question aucun de ses a priori, puis qu'elle fait juste bâtir ses certitudes sur ses certitudes. Mais c'est pas ça, OK? C'est que son personnage, il fait un long monologue interminable pour illustrer son point de vue, sa doctrine, OK? Bon, puis c'est pour ça que c'est pas bon, parce qu'un texte poétique, là, un récit, OK? À toutes les fois que tu fais ça, tout le monde haït ça. Il n'y a personne qui trouve ça bon. Puis pourquoi? Parce que la fonction d'un récit poétique, c'est pas d'illustrer une thèse par le discours rationnel, comme le monologue de 80 pages. Mais on a ça dans plein d'autres trucs, là. OK? À gauche ou à droite. Bon, c'est pas ça qui est important, là. Ce qui est important, c'est que le récit poétique est supposé m'illustrer la thèse, entre autres de Mme Rand-ici, en particulier. Bon, il est supposé nous illustrer la thèse par une série de scènes imaginaires qui me font ressentir quelque chose. Puis là, je fais « Ah, c'est une fable, c'est une allégorie. » Puis même quand il y a des robots puis des savants, c'est une fable et une allégorie, là. OK? Ultimement, là. Bon. Fait que, tu sais, à n'importe quel moment, dans n'importe quel film, OK, film ou télésérie, OK, quand quelqu'un débarque, OK, puis là, il se lève, puis il commence à vous faire un laïus, là, un sermon, OK, comme She-Hulk, quand elle fait son discours sur le patriarcat, là, OK, dans la série, là, puis qu'il y a l'incroyable Hulk qui le regarde, là, OK. Ben, il y a eu beaucoup de réactions quand ça s'est arrivé. C'est un peu le moment où que Marvel a commencé à piquer du nez. Mais le problème, c'est pas que c'est féministe, là. OK, c'est pas ça. C'est que c'est lourd. OK? C'est que c'est idéologique, puis ça tape sur la tête avec l'idéologie. OK? Puis même si on considère que cette idéologie-là est parfaitement recevable, justifiée, c'est pas ça qu'elle est. Oui ou non, c'est pas ça, là, la question. Le problème, c'est que tu as une histoire qui en vérité est clairement là pour illustrer de manière pas forcément très subtile, mais bon, OK, c'est un choix, mais une histoire qui est là pour illustrer ton propos, OK, politique, philosophique, peu importe, et là, mais pour être certain que tout le monde a compris, t'arrêtes là, ton émission, t'arrêtes ton histoire, là, tu pèses sur les freins, là, OK? Tu pars avec un discours qui se présente comme un discours rationnel, puis là, tu présentes tes arguments, puis ton ci, puis ton ça, puis tes conclusions, puis tes ça, puis là, ah oui, moi, en tant que femme, je suis... Mais ça, c'est tell, don't show. OK? Puis quand tu racontes une histoire, le principe, c'est show, don't tell. Puis si tu racontes ton histoire, puis dans ton histoire, tu as un personnage qui fait un monologue idéologique ou politique ou peu importe, généralement, tout le monde va trouver ça plate. OK? Pourquoi? Parce que c'est pas ça que le discours poétique cherche à faire. C'est pas parce que le discours est pas légitime, c'est parce que c'est pas ça qu'il fait. Bon, je crois que vous aurez compris. Puis, tu sais, raconter un récit qui est avant tout une succession d'idées puis de concepts, puis qui cherche à véhiculer des concepts de manière rationnelle, on peut, si on veut, comparer ça au dialogue de Platon, là. Okay? Donc, c'est pour dire que c'est pas illégitime. Puis les dialogues philosophiques, il y a une longue tradition. Cicéron en a fait, je pense que Berkeley en a fait. Là, il y en a des tonnes, là. Même moi, je n'ai commencé un. OK? Tout petit, là. Mais bon, c'est correct. Mais quand tu fais ça, justement, t'es pas en train vraiment d'utiliser... T'es pas en train vraiment de raconter un discours poétique. Okay? Tu utilises la poésie, mais c'est un prétexte pour articuler tes idées de manière, grosso modo, linéaire. Fonction poétique, donc, qui va nous faire ressentir des sensations puis des émotions, puis l'accumulation de toutes ces sensations-là, au final, après 1 heure, 2 heures d'avoir passé à travers cette odyssée de sensations, le film finit, puis là, on fait « Ah ». Bon, ben ce A-là, cet état-là, c'est notre coucher de soleil, c'est notre sensation, c'est la vérité du film. Bon.
Alors, Monsieur Spock, OK, là on commence les œuvres qui fonctionnent, OK, les œuvres philosophiques, là, si on veut, qui marchent, mais on va voir aussi c'est quoi l'erreur, l'erreur que l'on fait, puis que tout le monde fait, puis que j'ai vraiment, vraiment pleinement compris il y a très peu de temps, en fait. En travaillant sur Crash, là, justement, c'est vraiment ce que le déclic final s'est fait. Alors, Monsieur Spock. Moi, j'adore Monsieur Spock. Star Trek. OK. Bon, puis Monsieur Spock, vous le saurez peut-être, son gros truc, c'est la logique. Hein, parce qu'il vient de la planète Vulcain. Puis sur la planète Vulcain, jadis et naguère, les Vulcains, ils étaient en guerre et ça allait pas du tout. Ils étaient sur le bord de s'entretuer et un jour, je pense que c'est Surak, qui s'appelle quelque chose comme ça, Surak, là, ils ont une figure héroïque, un grand sage qui arrive et qui dit: c'est fini, les amis. Maintenant, à partir de maintenant, si on veut survivre comme peuple et comme culture, la logique va être le phare que nous allons suivre. Puis ils rebâtissent toute leur société, toute leur culture autour de la logique. Puis c'est absolument fascinant. Je prépare un petit truc là-dessus aussi sur les leçons qu'on peut tirer de ça, parce que je pense qu'il y en a, l'humanité au complet. Il y a une très, 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 très belle leçon qu'on peut tirer de cette intuition géniale d'un monde gouverné par la logique, et parce que, par exemple, il y a des rapprochements à faire avec les stoïques, mais les vrais stoïques historiques, pas la caricature qu'on en fait aujourd'hui. Là. Mais bref, tout ça, c'est merveilleux, mais c'est pas ça notre sujet aujourd'hui. Notre sujet, c'est que c'est une histoire sur... dans Star Trek, les Vulcains, c'est une histoire d'un peuple qui était gouverné par ses émotions, qui sort de la barbarie via la logique. Puis M. Spock est tout le temps en train de dire « Ah oui, ceci est logique, ceci est illogique, puis ah, ceci est fascinant, mais les trucs à M. Spock. » Puis encore une fois, j'adore M. Spock d'un amour profond. Puis quand on l'écoute, M. Spock, OK, concrètement, là, sa logique, des fois, elle tient debout. Des fois, c'est juste, là. OK? Quand on se retape les épisodes ou même les films, OK, ça ressemble à peu près à quelque chose de logique, mais c'est ça, la vérité, c'est que la personne qui a écrit le scénario, elle n'a pas forcément un doctorat, n'est-ce pas, en mathématiques ou en logique appliquée. Elle n'a pas forcément étudié l'organon d'Aristote en grec ancien. Là, c'est ça, il est allé de son mieux, le gars, là, OK, c'est-tu logique, capitaine? Bon, OK. Mais ça invalide pas le truc. OK. L'erreur qu'on fait ici, très souvent, c'est quand on regarde ça, puis on se dit, c'est un peu niaiseux, parce qu'il dit que c'est logique, mais si on regarde vraiment, c'est pas vraiment logique, ce qu'il dit. Mais ce qu'on perd de vue, c'est que c'est pas important, ça. Parce que ce qui est important, c'est que c'est un récit poétique sur la logique. Star Trek. Okay? Les Vulcains, c'est une allégorie, c'est une métaphore, c'est une fable. Okay? C'est un conte merveilleux sur la logique. Okay? C'est la partie sensitive, la partie émotive, okay? Cette partie-là, la partie enchantement, terreur, c'est toute cette partie-là qui est ancrée dans le corps, fondamentalement. Un corps qui a beaucoup plus de sagesse à beaucoup de points de vue que notre mental. Okay? Le corps, il ne se trompe jamais, là. Fait que il y a une raison pour laquelle c'est aussi efficace, là, les récits poétiques. Là. Bon, mais c'est ça. Donc, notre appareil émotif, OK, construit du sens avec un récit. Puis là, Gene Roddenberry, il a l'intuition ici, franchement géniale, de créer ce personnage-là qui met en place au fil du temps, puis Leonard Nimoy a beaucoup contribué au personnage, mais ils finissent par bâtir ce personnage mythologique, OK, d'une culture basée sur le surpassement de nos pulsions émotives, animales, primitives,
par la logique et par donc la raison et le pacifisme que cela permet de mettre en place et l'amour de la découverte, etc., etc. Donc ça c'est vraiment utopique, là, puis encore une fois, on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos un jour ou dans des essais, là, mais c'est très, très beau, puis c'est très important comme message. Mais c'est ça, ça n'a pas besoin d'être rigoureusement logique pour marcher, ça symbolise ça. Quand même que la logique est un peu boiteuse, c'est pas grave, là. C'est pareil pour les innombrables fois où est-ce que le capitaine Kirk bat un ordinateur par un concours de logique. Ben, dans la vraie vie, ça arriverait jamais. Ça arriverait jamais, là. Mais ça exprime une vérité poétique, puis supposons que dans la vraie vie, il est possible pour le capitaine Kirk là, de créer un raisonnement dont la logique est tellement transcendante qu'elle illustre les contradictions comment il s'appelle, là, Nomade ou un autre de ces ordinateurs-là. Bon, ben, le fait est que l'épisode, il passe un peu rapidement parce qu'il n'est pas là pour faire une illustration de 80 pages ou 80 minutes du raisonnement logique, c'est pas important, c'est une image, une allégorie. Okay? On voit le capitaine Kirk faire le pantomime d'un raisonnement logique, pareil pour M. Spock, puis évidemment, parce que c'est la science-fiction, plus ça ressemble à un raisonnement logique réel, mieux c'est. S'il parvient réellement, dans le cas de M. Spock par exemple, à créer un raisonnement qui est entièrement logique puis rigoureux, puis, je n'ai pas tout vérifié les épisodes dans le détail, mais des fois, c'est quand même pas mal du tout, particulièrement si on prend en compte la logique plus de type antiquité, qui englobe plus de choses là, que la logique formelle contemporaine plus mathématique. Ben ouais, mais même si la logique de M. Spock était inattaquable dans tous les épisodes, ça serait jamais ça qui est important. Ça serait toujours un détail, ça serait toujours une utilisation poétique de la logique. Okay? C'est presque décoratif, là, parce que ça symbolise l'importance narrative de la logique. Okay? Dans le récit qui cherche à exprimer une vérité plus large, puis une vérité qui va se révéler à nous quand l'épisode va être fini, ou le film va être fini, puis qu'on va ressentir le truc, puis qu'on va faire « wow ». OK? Bon. Fait que ça, c'est pour M. Spock. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de Left Hand of Darkness? Ici, encore une fois, le principe, c'est qu'il y a le discours rationnel, puis il y a le discours poétique, il y a la vérité rationnelle et la vérité poétique. Les deux se complètent. Pour citer Heidegger, le poète et le philosophe atteignent les mêmes hauteurs, mais sur deux montagnes différentes. Ben, c'est ça que ça illustre ici aujourd'hui. Dans le cas de Left Hand of Darkness, on parlait d'une erreur fondamentale que tout le monde fait. C'est une très bonne illustration. Okay. Parce que, bon, Left Hand of Darkness, Main gauche des ténèbres de Le Guin, dont vous avez probablement entendu parler, beaucoup d'entre vous, ben, c'est ce roman, généralement considéré comme un chef-d'œuvre de tous les temps de la science-fiction. C'est mon avis, moi j'ai adoré ça. J'ai vraiment aimé ça. Mais c'est l'histoire, ce que ça raconte, c'est il y a une planète lointaine, et sur cette planète lointaine, il y a un ambassadeur, et il est là pour convaincre les habitants de la planète de rejoindre la Fédération Galactique, grosso modo. Puis ça fait, je sais pas, 1 an, 2 ans qu'il est là, puis ça va pas super bien. Puis, cette planète-là, elle a 2 particularités principales. La première, c'est qu'il fait fret. C'est une planète de glace. Il y a très peu de zones de la planète qui sont habitables en vérité. Il y a une vaste région dans le Grand Nord qui est extrêmement hostile à la vie, quelle qu'elle soit. Et bon, ça c'est un truc. Mais l'autre truc, le truc qui est le plus célèbre du bouquin, c'est qu'il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de mâle et de femelle sur la planète. Ils ont
un cycle de reproduction extrêmement curieux et étrange. Puis essentiellement, l'idée, c'est qu'à tous les X années, là, je ne sais pas si c'est à tous les ans, 2 ans, je ne me rappelle pas, c'est pas le qui est important, à échéance plus ou moins fixe, la personne tombe en rut, en gros, et au moment où elle tombe en rut, elle va développer, pendant la période du rut uniquement, elle va développer les organes sexuels, soit du mâle, soit de la femelle. Et quand ça se produit, les habitants de la planète trouvent quelqu'un qui a l'autre, okay, dont lui aussi, la veille ou l'avant-veille, avait aucune marque distinctive genrée, si vous voulez. Il n'y avait pas de sexe mâle ou femelle, il n'y en a juste pas le reste du temps. Et là, hop, cette autre personne-là est aussi en rut. Les organes sexuels ont apparu pendant cette période-là, et donc, ils copulent, et la personne qui a les organes femelles, c'est ça, elle porte le bébé, puis après ça, elle accouche, puis après ça, elle redevient, comme on dit, non-genrée. Bon. C'est absolument fascinant, là. OK? Puis, c'était à l'époque extrêmement original. Et Madame Le Guin, qui est un génie littéraire et une personne brillante à tous les égards, pour qui je n'ai que du respect et de l'admiration, c'est ça, elle développe ça de manière absolument brillante. Les répercussions que ce curieux phénomène biologique a sur toute leur société. Puis elle rentre extrêmement en profondeur là-dedans. Puis elle illustre, OK, voici comment ça fonctionne. Puis il y a des assez longs passages, finalement, où est-ce qu'il parle de ces affaires-là, de OK, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de mâle, il n'y a pas de femelle, bon, etc. Puis, évidemment, à notre époque, il y a beaucoup de gens qui en parlent de ce livre-là pour dire que ça illustre la vérité de leurs convictions à eux par rapport aux questions de genre qui sont très à la mode depuis quelques années. Bon, puis tout ce qui est non-binaire, je suis certain que vous avez entendu parler de ça. Bon, OK. Puis, c'est légitime dans la mesure où le livre en parle surabondamment et de manière absolument brillante. Et si on cherche à illustrer son propos, quel qu'il soit, mais si on cherche à illustrer son propos en tirant des exemples de la littérature, ce que tout le monde fait depuis que l'écriture existe, depuis la nuit des temps, certainement depuis que la littérature existe, c'est ça, choisir Le Guin, c'est un bon choix, puis ici, c'est absolument approprié, parce que oui, en principe, superficiellement, c'est de ça que ça parle. Okay? C'est clair que c'est ça que ça parle. Mais, OK, voici l'erreur. Voici une nouvelle illustration de l'erreur catastrophique, en vérité, dans laquelle l'humanité au complet est tombée. Parce que, quand on fait ça, c'est pas parce que c'est... Tu sais, quand on fait ça, c'est-à-dire, je crois, par exemple, que, tout ce qui est genre, c'est construit socialement, et tout ça, c'est mal, puis etc., ce discours-là, et je veux prouver qu'on serait bien mieux si on acceptait que la sexualité était fluide, ou peu importe, là, encore une fois, ces discours-là. Je ne suis pas le meilleur avocat pour cette cause-là parce que moi, j'y crois pas, mais il y a absolument moyen de la défendre de manière articulée et légitime. Puis si vous voulez le faire en citant Main gauche des ténèbres, c'est un bon choix. Okay. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, on part du principe que notre conviction d'aujourd'hui, qui est reflétée dans le bouquin, suffit à interpréter le bouquin. On part du principe que parce que moi, je crois ça, puis que je vois ça dans le livre, ça veut forcément dire que c'est ça le message fondamental du livre, que c'est ça la vérité du livre. Okay? Puis pourquoi? Parce que je regarde les discours, les explications qui sont l'équivalent de M. Spock ici,
qui sont les explications théoriques, en quelque sorte, que les personnages ou le narrateur met de l'avant pour expliquer ces sociétés-là, puis les différentes thèses. Puis ouais, c'est une exploration des idées, là. C'est clair que c'est ça, puis à ce point de vue-là, ouais, c'est philosophique, si on veut, ok, c'est correct, oui, c'est encore une fois légitime. Mais est-ce que c'est ça vraiment que le livre raconte? Ben moi, je pense pas du tout. OK? Ben oui, OK, mais c'est la lecture superficielle, puis elle fait partie du livre, elle est dans le livre, OK? Mais qu'est-ce que ça raconte réellement? Main gauche des ténèbres, OK? Ben, déjà, c'est rempli de poèmes, puis d'extraits de la saga historique de ce peuple-là sur cette planète-là, qui change considérablement l'impression superficielle qu'on pourrait en avoir. J'ai pas la place ici aujourd'hui d'entrer dans les détails, là, mais déjà juste ça devrait nous donner à réfléchir parce que ça indique clairement que ça parle de quelque chose de plus profond que ça. En vérité, cette question-là, si on veut, de non-genré, même si c'est une idée qui est explorée, OK, cette idée-là elle-même est une forme d'allégorie, OK, c'est un signifiant, OK, oui, c'est une idée légitime qui est exprimée dans le livre, mais en même temps, c'est une idée qui est utilisée comme symbole de l'idée beaucoup plus vaste qu'elle cherche réellement à exprimer. Puis cette idée-là, c'est la difficulté qu'on a à rentrer en communication les uns avec les autres et à se comprendre les uns les autres. Le Guin, c'est quelqu'un qui a beaucoup de nuances dans son propos, okay, qui a des convictions profondes, mais toujours nuancées. Très célèbre pour The Dispossessed, par exemple, qui est une sorte comme une utopie nuancée. C'est pas ça le terme, là, mais c'est ça, son récit sur une planète anarchiste, en gros, puis elle était anarchiste, là, c'est assez connu, mais c'est pas un récit de Dispossessed qui présente l'anarchie c'est bien puis le capitalisme c'est mal, là. C'est pas du tout ça. C'est bien rare qu'elle fait ça. Peut-être dans ses romans des années 90, un peu plus. Je les ai pas lus, il y a des gens qui disent ça, je le sais pas. Mais certainement, années 60, 70, 80, elle fait jamais ça, là. OK? C'est toujours prodigieusement nuancé. Bon, je m'arrête ici pour ça, là, mais allez lire c'est la trilogie Earthsea, là, les 3 premiers en particulier. Là, le deuxième, vous m'en reparlerez. Là. OK, on s'en reparlera de ça. Mais c'est ça. Puis, sur quoi moi je me base pour dire que c'est une allégorie sur plus profonde, en fait, sur la difficulté de communiquer, ben parce que c'est tout le temps ça. En fait, le récit est raconté du point de vue de 2 personnages. D'une part, l'ambassadeur de l'autre planète, puis d'autre part, le principal noble avec qui elle interagit pour essayer de faire passer son traité. Là. C'est un royaume organisé, il y a des sous-royaumes, puis peu importe. Là. Il y a des questions politiques hyper compliquées, mais c'est justement l'affaire. C'est que lui, c'est un gars, en fait, le narrateur. Il arrive là, puis il a ses convictions profondes sur la galaxie puis la Fédération. Puis il voit ce monde-là, puis il les trouve bizarre, puis le roi a l'air d'être plutôt sympathique, réceptif à mes propositions de joindre notre pacte culturel et économique. Puis comme ça, là, tu dis, ah oui, telle affaire. Puis là, ça fait un chapitre ou 2 comme ça. Puis là, on a le point de vue de l'ambassadeur, puis pas l'ambassadeur, mais le politicien là, de la planète. Puis il dit, ouais, le seul vraiment là, qui met des bâtons dans les roues, dit le narrateur dans les premiers chapitres, celui vraiment là, qui est mon ennemi, celui que je dois vraiment convaincre, c'est Lord Untel, le prince Untel, okay, le politicien de l'autre bord. Le fonctionnaire, en fait. Ben, ce fonctionnaire-là, c'est le seul ami qu'il y a là sur la planète. Puis on s'en rend compte parce que c'est ça... quand ça vient son tour d'avoir un chapitre point de vue, il explique c'est quoi la culture de cette planète-là, en fait. Puis, ça fait 2, 3, 4 ans, 10 ans que l'ambassadeur est sur la planète. Il n'a jamais rien compris à ce qui se passait réellement. Là. Okay? Parce qu'il y a tellement de subtilité dans la manière que cette culture-là interagit avec elle-même, des codes de politesse, etc.,
tu sais, puis sans parler justement les répercussions réelles de cette histoire-là de genré, non-genré. Le truc, c'est pas juste qu'ils sont non-genrés sur la planète, OK? C'est le fait que c'est une différence tellement radicale que le narrateur, qui est notre personnage principal, arrive même pas à percevoir à quel point il comprend pas. OK? Puis c'est ça que ça raconte, en fait. Puis je ne vais pas vous raconter tout le roman, mais c'est ça que ça élabore tout le long, tout le long. Il y a ce genre de ping-pong, si on veut, entre le point de vue du narrateur puis le point de vue du fonctionnaire. Puis ouais, je vais vous vendre un petit peu les punchs, là, parce que je pense que c'est nécessaire pour illustrer le propos, mais je n'entrerai pas dans les gros détails, mais... ils se ramassent à devoir, tous les deux, l'ambassadeur et le fonctionnaire, traverser la zone intraversable, qui est impossible de survivre. Puis, on sait que ça a déjà été fait parce que le poème épique qui raconte l'histoire de cette planète-là, c'est ça qui est intercalé entre les chapitres. Un peu comme dans Dune, là, le truc que je mentionnais tantôt, c'est ça qu'on a. Puis tu vois qu'il s'en passe des affaires parce que c'est un texte poétique hyper profond. Puis il n'est pas en train de parler des différences de genre, là. C'est pas mal plus existentiel que ça, là. Okay? C'est vraiment une question non seulement d'une extrême urgence et importance qui donne la puissance réelle au livre, mais aussi qu'on ne peut précisément exprimer que par un récit poétique, et un récit poétique complet. Là. Il faut lire le roman au complet. Cette accumulation donc de scènes où, oui, des idées sont présentées, mais qui font partie, OK, d'un tout. Puis ce tout-là produit l'émotion phénoménale, là, okay, profonde, là, qui fait qu'on comprend que c'est que le gars essaye de dire. Puis en même temps, on n'atteint jamais le fond. Là. On n'a jamais fini de comprendre une œuvre comme ça. Okay? Mais ça ouvre quelque chose. Okay? Bon, cette ouverture-là, c'est ça que la vérité poétique permet. Puis c'est ça, donc l'ambassadeur puis le fonctionnaire, ils traversent la lande glacée. Puis donc ça fait un parallèle avec le poème dont je parlais. Et dans mon souvenir, c'est ça, l'ambassadeur, il tombe dans son rut ou quelque chose comme ça. Puis c'est pas une mince affaire. Là. C'est quasiment comme dans Star Trek, quand M. Spock tombe en rut. C'est pas pareil, là, mais c'est pas rien. OK? Puis rendu là, ben, il commence à développer une relation assez proche, en fait. On va dire comme ça. Puis, parce que je ne vais pas vous spoiler, vous divulgacher le truc, là, mais ça commence à prendre ce genre de direction, là. Puis c'est profond. Là. Puis il y a des gens qui disent « Ah, ben, l'ambassadeur est un gars, et la forme que encore une fois, là, je vais juste vous le dire, là. L'autre prend des traits sexuels mâles. Puis là, il y a des gens qui disent « Bah, c'est une allégorie sur l'homosexualité. » Ben non, là. T'sais, oui, là, mais c'est pas rien que ça, là. C'est ça, là. Parce que, tu vois, on projette qu'est-ce qu'on veut que ça veut dire, déjà, tu sais. Puis deuxièmement, ouais, tu peux le prendre comme ça, mais c'est un épiphénomène de l'œuvre complète, là. C'est pas le sens total du truc. Puis pourquoi est-ce qu'on sait ça? Parce que, justement... c'est pas la question mâle, pas mâle, c'est l'étendue du gouffre qui les sépare. Puis comment est-ce qu'ils cherchent à le franchir, ce gouffre-là. Puis ouais, le truc de mâle est utilisé dans le cadre de ça, mais ça fait partie du récit. Tu peux le prendre à part, tu peux t'en servir pour illustrer ton propos, c'est légitime, OK? Mais... si on dit que le roman s'arrête à ça, que c'est ça l'interprétation, on tombe dans le piège fondamental parce qu'on mélange le discours idéologique perceptible avec la vérité poétique fondamentale. Okay?
Left Hand of Darkness, ce n'est pas un traité rationnel. C'est une œuvre poétique qui contient, comme souvent dans la science-fiction, des explications qui peuvent être théoriques ou des trucs comme ça, ou des conversations politiques, il peut y avoir tout ça, mais dans le cadre d'un récit poétique qui est là pour te faire ressentir quelque chose, qui va te faire percevoir la vérité plus profonde de cette grande fable, de ce conte merveilleux. Le dernier exemple que je donne, encore une fois de l'exemple, c'est Crash. Okay? Je vais essayer d'être plus rapide sur celui-là. Je vais commencer à prendre des notes il y a une couple de semaines sur Crash, puis je me suis dit, ça va faire une bonne vidéo Crash de Cronenberg. Le film avec les accidents de char puis les scènes de baise. Moi, j'adore ce film-là. Toujours aimé ça, je l'ai vu en salle. C'était cool. Mais, même à l'époque, je comprenais pas. Je comprenais vaguement, je comprenais intuitivement à peu près qu'est-ce que Cronenberg essayait de dire. Puis, j'ai lu le livre. Puis, c'est toute une lecture. La même affaire, je comprenais vaguement qu'est-ce qu'il essayait de dire, intuitivement, émotivement. Mais j'avais de la misère à l'articuler. OK. Puis pourquoi? Ben, le piège, c'est entre autres parce que le piège principal qui a rapport avec le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Vaughn, un personnage extrêmement charismatique. Je pense que c'est Elias Koteas qui le joue dans le film. Il est super bon. Puis c'est lui qui fait les monologues extrêmement captivants sur James Dean puis tout ça. Puis la prémisse, encore une fois, de Crash est que il y a un producteur dans le film, ouais, c'est un producteur de film, je pense, qui s'appelle James Ballard, pareil comme l'auteur du livre. Et il est marié et il baisse tout le temps, mais c'est plate. Et il n'y a aucune passion. Et à un moment donné, il y a un grave accident d'automobile. Et il découvre que cela réveille en lui son désir sexuel. Et que ce nouveau royaume d'exploration sexuelle se révèle à lui quand il baise dans des chars démolis par des accidents, par exemple, ou quand il est dans un accident de voiture, ou quand il baise pendant un accident de voiture, ou un carambolage, puis tout ça. Bon. Fait que non seulement il se rend compte de ça, ce qui est déjà assez troublant, mais il se rend compte qu'il y a un paquet de monde en ville, là, un paquet de monde que c'est ça. Puis ils forment une sorte de société plus ou moins secrète et leur leader, c'est Vaughn. Puis Vaughn, il fait des discours brillants, fascinants, et c'est une figure charismatique. Puis là, il parle de, ah oui, la figure de James Dean, telle affaire représente ci, représente ça. OK. Fait que là, on dit ça, puis on dit, j'essaie de prendre ça. OK, je vais essayer de comprendre. Crash, qu'est-ce que ça raconte? C'est un film raconté par 18 scènes de baise. Je les ai comptées, il fait une couple d'années, mais c'est à peu près ça le chiffre, 18. Et des scènes de baise, d'accidents de char. Bon, OK, fait que je comprends pas. Je vais regarder les discours de Vaughn. Ah. Bon, puis tout le monde fait ça. Puis j'ai vu une entrevue récemment avec Viggo Mortensen. C'est sur YouTube, puis il est sur scène, puis c'est dans le cadre d'une conversation avec David Cronenberg, c'est lui qui le fait venir sur scène. Puis là, ils se mettent à parler de Crash. Puis Viggo Mortensen, c'est un gars brillant, talentueux, sensible, avec clairement un code d'éthique là, de haut niveau, absolument admirable. Je n'ai que des bonnes choses à dire sur M. Mortensen, que j'admire. Mais, puis je pense qu'il est intelligent, là. Je pense qu'il est probablement extrêmement intelligent. Je crois ça. Il dégage ça. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Il regarde le film, puis il dit que, écoutez, il dit à Cronenberg, qui est sur scène, il dit, j'ai regardé le film, puis je peux voir que c'est profond. Mais je l'ai écouté plusieurs fois, j'ai pas réussi à comprendre qu'est-ce que c'était. T'sais, je sens que c'est profond. Mais le seul sens que j'ai pu vaguement trouver, c'est que tout peut être sexuel. C'est qu'il faut élargir nos horizons de ce qui est sexuel. Puis c'est à peu près ça, là. Mais il est pas hyper à l'aise en le disant, parce que je pense que lui-même doit sentir que son interprétation est pas satisfaisante, en fait.
Puis, je ne me rappelle pas exactement de la réponse de Cronenberg, mais c'est probablement quelque chose à l'effet que, je ne suis même pas sûr si lui est capable de le formuler intellectuellement de manière parfaite. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a compris l'œuvre, okay, la manière qu'il en parle. Puis, puis bon, vous écouterez les vidéos. J'ai aussi enregistré en passant une vidéo sur mon Patreon pour les membres, où j'articule à haute voix quelques-unes des pensées que j'ai. Ça dure à peu près 1 heure sur Crash Cronenberg. Je parle de Heidegger, puis un paquet d'affaires comme ça, la question de la technique. Puis je vais en parler dans 2 minutes, là, je vais donner les grandes lignes. Mais si vous êtes curieux, c'est sur mon Patreon. Je ne l'ai pas mis ici parce que c'est une réflexion à haute voix, puis j'en ai pour un petit bout à réfléchir là-dessus. J'ai pas mal de lecture à faire, en fait. La clé, déjà, une des choses que Cronenberg dit dans sa réponse, c'est ce qui est absolument sidérant, là, ce qui est le plus troublant quand on lit le livre, c'est que, ouais, c'est essentiellement une succession ininterrompue de scènes de cul full porno, là. OK? Puis tout est décrit dans le micro-détail. Okay? Il n'y a rien qui laisse à l'imagination. Puis pareil pour les accidents de bagnole. Ça fait que c'est rempli de blessures, puis de lacérations, puis de bouts de chrome qui rentrent dans ci, puis dans ça. C'est l'horreur totale, là. C'est l'horreur totale. Mais le détail crucial, okay, qu'est-ce que Mortensen n'a pas vu, puis parce qu'il ne savait pas où regarder, okay, parce qu'il est tombé dans le même piège dans lequel nous tombons tous, qui est de prendre le message explicite pour le message implicite, de prendre la vérité, le discours rationnel d'un personnage fictif pour une vérité rationnelle, alors que ça cherche à exprimer une vérité poétique plus profonde et différente du message superficiel, évident qu'on peut lire. Là. OK. Fait que c'est ça. C'est quoi l'indice? Un des indices, déjà, c'est que Cronenberg mentionne que, ouais, c'est rempli de scènes de baise, puis tout ça, puis d'accidents, mais c'est complètement dénué de toute forme de passion. Non seulement il n'y a aucune émotion, mais en vérité, il n'y a aucun désir dans le livre. C'est certainement l'impression que ça donne. J'ai vu des articles en ligne plaider le contraire, dire que c'était un truc psychanalytique, c'est ça, du désir qui revenait, bon, etc., etc. Ça se défend, là, mais sujet pour un autre jour. Mais fondamentalement, c'est pas l'expérience fondamentale qu'on a, certainement en lisant le bouquin. Cronenberg mentionne, c'est ça, que la lecture de Crash, cette illustration-là de violence et de sexe, qui va dans le détail hyper graphique, au final nous remplit d'une sorte de... Il y a une fascination, mais l'affect principal, si on peut appeler ça un affect, c'est un détachement là, glacial. Glacial est un mot que j'ai vu employer pour décrire le bouquin, puis c'est ça que c'est. Là. Il n'y a aucune passion là-dedans. Dans le film, il y en a. Okay? Le film de Cronenberg, Crash, est en route. Okay? Puis c'est une de ses meilleures qualités. Moi, j'adore cette qualité-là. C'est quoi? On est entre nous, là, mais moi, je trouve ça cool, là. OK, c'est du monde qui veut se mettre, ça paraît, là. C'est assez dur à réussir, finalement, là, au cinéma, là. Des gens qui sont vraiment saisis par la passion, puis que c'est perceptible à l'écran. Il y a très peu de films qui réussissent à faire ça, en vérité, pour vrai, là. OK? Puis Cronenberg, il le fait, parce qu'il est bon. Mais il fait pas rien que ça, OK? Puis c'est ça, il mentionne en entrevue, dans cette revue-là, qu'il n'a pas réussi à reproduire le détachement glacial de Ballard. Il n'a juste pas réussi parce que sa personnalité est différente, puis ça, il n'a pas réussi. Mais ce qu'il a réussi à reproduire, c'est l'absence de jugement. Puis ça aussi, c'est très difficile pour un truc aussi extrême que ça, là. OK. Cette qualité-là du livre de Ballard, aussi, elle est fondamentale, parce qu'il fait juste présenter le truc avec son ton, le clinique, là. Puis, tout ça produit cet affect à la fin de... tu sais. Bon, mais OK, ça serait quoi, donc, la bonne manière de lire, là? OK, ça serait quoi, ne pas tomber dans le piège? La bonne manière de ne pas tomber dans le piège, c'est de comprendre que c'est un récit poétique.
encore une fois. C'est pas un récit rationnel. Fait que le récit, le film n'est pas en train de nous bâtir une série d'arguments. Tu sais, dans le cas d'un raisonnement, si A égale B, B égale C, c'est pas du tout ça que ça fait, là. OK? Il y a des personnages qui peuvent parler comme ça, mais c'est jamais ça le sujet. Fait que quand on voit, ouais, les baisses puis les accidents de char, la question c'est OK, bon, mais pourquoi? On a un film qui est pratiquement entièrement raconté par des scènes de baisse, des scènes d'accidents de char. La question c'est pourquoi c'est ça? OK? Quelle est l'histoire qui ne peut être racontée que par ça? Puis, ben, on a l'indice gros comme le bras parce que ça nous est dit, ça nous est dit quand même assez explicitement, c'est que ça a un rapport avec la technologie. OK? Mais, OK, concrètement, quoi? Puis, je rentrerai pas dans tous les détails ici parce que ça serait refaire non seulement ma vidéo que j'ai faite sur le Patreon, mais ça serait rentrer dans une réflexion qui me prendrait beaucoup de temps, puis j'ai encore des lectures à faire. Mais les pistes de réflexion qu'on a là-dessus, ben déjà, il faut voir qu'il y a un dernier indice dans l'intrigue, qui est que Vaughn, son truc, c'est pas seulement les accidents de char, mais c'est aussi la célébrité. Okay. Puis c'est entre autres, bon, il montre la voiture ou une reproduction de la voiture de James Dean. Ils reproduisent l'accident qui tue James Dean. Là, c'est une des scènes célèbres. Là. Puis bang, okay, il y a un cascadeur, puis il détruit le char. Bon. C'est que c'est bon, ce film-là, en tout cas. Mais aussi dans le livre, certainement, il y a une séquence qui implique la voiture dans laquelle John F. Kennedy a été assassiné. Puis ce qu'on voit là, ça c'est un indice important parce que ça nous dit que c'est pas l'accident de char en tant que tel qui est érotique, si on peut employer ce terme-là. Puis c'est probablement, tu sais, ça se discute encore une fois à cause de la froideur du truc. C'est pas l'accident de char, c'est la célébrité. Pourquoi la baisse puis l'accident? Parce que ce sont des expériences extrêmes, okay, qui nous permettent de ressentir, en principe, des sensations extrêmes. Puis pourquoi les célébrités? Ben parce qu'ils sont extrêmement connus. Okay. Mais pourquoi donc cette extrémité-là? Okay? À quoi est-ce que ça? D'où vient le besoin? Okay. Bon, Baudrillard a écrit un article hyper intéressant là-dessus, que je vous invite à lire. Je pense que c'est dans Simulacre et Simulation. Puis, il y a des gens qui ont contesté l'article. Il y en a tout le temps. Il y a des gens qui disent que Ballard n'était pas d'accord quand ce serait le cas. C'est un article hyper brillant qui m'a beaucoup impressionné, qui met de l'avant que ce que ça illustre en fait, c'est la vacuité totale de la société dans laquelle on est. C'est-à-dire, si on veut, la démocratie capitaliste moderne, mais à l'époque où lui écrit, donc années 70-80. Parce qu'aujourd'hui, c'est la même chose, mais dans les derniers stades. Là. C'est comme les derniers stades de la syphilis. Là. Okay? C'est là où nous, on est présentement, de cette pathologie-là. Puis je crois me souvenir que Ballard mentionne un mot du style pathologie. Là. Il dit pas que c'est cool. Là. Okay. Mais il pose pas de jugement, puis quand même, malgré tout. Puis c'est quoi cette faille-là, ce problème-là que Baudrillard mentionne? Ben, ça a rapport aussi avec la société du spectacle, dont parle Guy Debord, il le cite explicitement. Puis l'idée, c'est que dans notre monde aujourd'hui, il n'y a plus rien qui a de valeur en soi. Okay. Il n'y a plus rien qui est important pour la chose en elle-même. La raison pour laquelle tu as 2 chars et une piscine, c'est pour que tes voisins voient que tu as 2 chars et une piscine. Okay. Puis ça a toujours existé, mais il va plus en profondeur que ça. Là. Il montre que c'est pas banal du tout, que ça illustre en fait le problème d'une société où est-ce que tout est basé dans le capitalisme, n'est-ce pas, sur la valeur d'échange. Okay. Sur le fait que si tu es un capitaliste, dans un entrepôt, là, que tu aies un entrepôt rempli d'enclumes ou de jouets pour enfants ou de citrouilles, c'est pas important. Là. Ce qui est important, c'est que tu puisses les vendre, n'est-ce pas? Ce que tu vends et ce que tu échanges n'a absolument aucune importance. Puis en vérité, tu ne vends même pas l'objet en tant que tel. Là. Tu vends la valeur symbolique
de l'objet en forme de citrouille. L'affaire, c'est que Baudrillard mentionne, il va pas trop dans le détail du truc capitaliste, mais il parle de cet effet-là, d'exemple dans la vraie vie, d'être en relation avec la valeur superficielle, avec la superficie des choses, avec leur valeur purement symbolique. Ce qui produit ça, moi, je rajoute ici, entre autres, que c'est directement lié avec le capitalisme. Là, puis, Feuerbach parlait de ça, déjà avant Marx. Là, okay, donc, voilà. Puis, dernier truc que je dis là-dessus, avant de conclure sur notre sujet d'aujourd'hui, sur le piège dans lequel on tombe tout le temps, c'est que c'est directement lié avec la question de la technologie de Heidegger. Puis la question de la technologie, en gros, ce qu'il dit, c'est justement... Il y a un problème à notre époque moderne avec ce qu'on appelle la technologie, mais la technologie, on ne comprend pas c'est quoi. C'est ce qu'il dit. Puis, on pense que la technologie, c'est un gadget, mettons, ou les objets technologiques, ou toutes ces affaires-là. Puis, il dit, c'est pas ça du tout, en fait. Ça, c'est l'épiphénomène. Ça, c'est le symptôme du truc. Okay? C'est l'extérieur du truc. Pareil comme l'allégorie, le récit, le discours logique, là, si on veut, de M. Spock, est une représentation de quelque chose en dessous de ça. Qu'est-ce que c'est le truc en dessous de ça? Il en vient par une série de réflexions là, dans cet essai-là. Heidegger, il en vient à dire que il y a deux manières d'entrer en relation avec les choses, avec les gens aussi, avec quoi que ce soit dans l'existence. Soit tu laisses la chose se révéler à toi. Okay. Voici l'objet que j'ai devant moi, puis c'est une pomme, puis soit tu le prends comme une ressource à exploiter. Okay. Puis pour en faire ce que tu veux, puis un moyen pour une fin. Je pense que c'est une bonne manière de résumer son article, mais il va sans dire que quand on lit l'article, c'est plus profond que ça. Là, okay? Il y a des nuances cruciales qui se rajoutent à ce que je viens de dire et qui démontrent pourquoi c'est aussi grave, en fait. Puis c'est une question qui l'a préoccupé toute sa vie, cette question de la technologie. Puis bref, on en reparlera parce qu'il a été nazi, là, Heidegger, puis quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu qu'il pensait que c'était une solution à quelque chose qui avait rapport avec la technologie. Puis il a dit en privé des millions de fois qu'il avait eu tort, là, ça il l'a dit, là, en privé, il l'a reconnu, mais le fait est que c'était quoi qu'il percevait comme problème, c'est ça. Puis à la fin de son essai, déjà, il mentionne que la raison n'est pas capable de trouver la solution au problème de la technologie, qui est justement l'être humain rendu à un stade de son histoire où est-ce qu'il rentre en relation avec les choses, pas pour ce qu'elles sont réellement, mais uniquement pour en extraire ce qui fait son affaire. Okay. Puis il dit, le problème avec ça, n'est-ce pas, c'est que quand les humains commencent à faire ça, ça prendra pas de temps avant qu'ils commencent à le faire avec les uns les autres. Là. Voyez-vous? Puis la grande ironie, l'ironie tragique de la vie de Heidegger, c'est que c'est ultimement, c'est ça qui mène à cette forme particulière d'horreur génocidaire que sont les camps d'extermination. Là, okay? C'est pas rien que l'antisémitisme ou ce genre de trucs-là. Là. Il faut quelque chose de plus pour que ça donne le camp avec le zyklon B puis les douches. Là, okay? Il y a un niveau supérieur d'horreur. Là. Il y a un niveau, vraiment, il y a une raison pour laquelle tout le monde a trouvé ça horrible. C'est pas juste parce qu'il y avait les montagnes là, de cadavres puis tout ça. Là. C'est une horreur qui est encore plus viscérale, colossale, existentielle, pratiquement cosmique que ça. Okay? Le crime contre la vie elle-même que ça représente ce truc-là. Puis pourquoi? Parce que justement, c'est une application industrielle au génocide. Ça, c'est le truc qu'Hannah Arendt mentionne, peu importe. Puis Heidegger, justement, il l'a pas vu, ça. Il savait pas que ça allait donner ça, là, du tout. Mais personne le savait. Le problème que nous, on a, puis ce que Crash illustre, puis ce qu'on remarque pas quand on tombe dans le piège, qui est le piège dans lequel on tombe tous, c'est que cette manière-là de traiter les êtres humains comme des ressources, là, c'est pas rien que les camps d'extermination qui font ça. Là. Toute la société moderne est basée là-dessus. Là. Nous sommes tous des ressources humaines. Là. Ça fait longtemps qu'on le sait. La ressource humaine, là. Pensez-y 30 secondes. Là. Okay?
les employés dans les mines, pas les mines, ben oui, mais surtout les usines, puis tout ça, aller voir leurs conditions réelles de travail, comment est-ce que c'était jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, justement. Là. Il y a beaucoup de réécriture d'histoire qui a eu lieu là-dessus, sur la réalité réelle de ce que c'était. Aller lire, mettons, George Orwell ou Plenty and Want là, de John Burnett, là, je mettrai le lien dans la description si vous êtes curieux. Là. Mais tu sais, c'est ça, les conditions de vie réelles des gens qui ont vécu l'industrialisation dans ces phases primitives, là, c'est une déshumanisation tellement totale qu'on n'est pas capable d'imaginer l'horreur que ça représente. Mais en même temps, on est rendu inoculé à cette horreur-là parce qu'on vit dedans à journée longue. Parce que rien de ce qu'on fait a d'importance ni de signification. Parce qu'on est tous des moyens pour la fin de quelqu'un d'autre. T'sais. Puis l'île d'Epstein, c'est ça que c'est. Hein? C'est les gens qui mènent ça. OK, sujet pour un autre jour, là, mais la mentalité de ces gens-là, c'est quoi? C'est ça. OK, puis ils sont riches et puissants, mais ils sont morts en dedans, là. OK, c'est pas le bonheur faire ça, là. OK, c'est déshumanisant autant pour nous autres que pour... C'est pour eux autres que pour nous autres, puis c'est pire pour eux autres, imaginez, là. Fait que c'est quoi mon propos ici? C'est que Crash, ça illustre tout ça. C'est de ça que ça parle. Fait que c'est pour ça que c'est des scènes de baisse et des scènes d'accident de char. Parce que c'est la métaphore que ça utilise. C'est un récit qui est raconté comme ça parce que ça illustre que l'urgent besoin existentiel d'exprimer la vie qu'il veut vivre, puis mais qui trouve uniquement les symboles les plus extrêmes qu'elle peut trouver, puis qui a besoin des symboles les plus extrêmes qu'elle peut trouver pour exprimer quelque chose comme son existence. Fait que la baisse, les accidents de char, puis la célébrité. C'est ça que ça raconte. C'est des exemples extrêmes parce que c'est la superficie la plus parfaite. C'est superficiel, c'est le symbole, c'est ça qu'on prend. Pour ça que c'est rencontré comme ça, c'est ça que ça raconte. Bon. Fait que si je prends mon discours de vente, là, je passe pas mal à côté. OK? Bon. Fait que, puis incidemment, comme je dis, là, les interprétations psychanalytiques de Crash, on en reparlera un autre tantôt si ça donne, là, je les ai lues tantôt, c'est pas dénué de bon sens, là, je veux dire, c'est pas incompatible en vérité, là. Ça dépend à quel niveau on se situe, puis tu sais, les êtres humains dans l'univers de Crash, ça demande des êtres humains, hein? C'est pas parce qu'ils sont complètement aliénés, puis tout ça, qu'ils n'ont pas une libido basée sur le corps, puis tout ça, je veux dire. Bon, fait que ça se fait, là. Bon, vous pouvez utiliser Jacques Lacan si vous voulez pour justifier ça, mais fondamentalement, l'essence fondamentale du récit, moi, je pensais plutôt à l'affaire que je viens de dire. Puis d'une manière ou d'une autre, même si vous considérez que c'est un truc psychanalytique, vous allez passer à côté si vous prenez les discours de Vaughan au pied de la lettre. Parce que ce que raconte vraiment le récit, c'est l'ensemble de tout ce qu'il y a dans le récit. Okay? Il n'y a pas un fragment du récit qui raconte le propos du récit. C'est une œuvre poétique, donc ça repose sur la totalité de son œuvre, la totalité de l'œuvre et l'expression du truc. La totalité de l'œuvre provoque un affect et une émotion qui nous permettent de comprendre quelque chose de fondamental par rapport à l'existence. Et puis même pour quelque chose de trivial, c'est pareil. Puis ouais, après ça, ça peut susciter des idées, ça va le faire, des pensées, puis on peut penser à cet affect-là. C'est cool, là, je viens de le faire, OK? Mais c'est pas la même affaire. Peut-être quand je vous ai fait mon analyse de Crash, là, je ne vous ai pas reproduit l'expérience de le regarder. Okay? Je ne vous ai pas raconté le film. La seule manière de vivre un récit poétique, c'est de vivre le récit poétique. La vérité poétique s'exprime par le récit poétique. Okay? Fait que ce piège, encore une fois, c'est ça. C'est pas parce que M. Spock parle de la logique qu'il faut prendre le discours qui dit comme étant une illustration de la logique. Okay? C'est une allégorie. M. Spock est une allégorie. Quand Yoda parle de sagesse, là, c'est un symbole de sagesse. Okay? Des fois, il dit des affaires pas pires, des fois moins, soyons sérieux. Là. Essayer de guider sa vie basé sur ce que Yoda dit,
j'ai essayé, là. OK, il n'y a pas beaucoup de chair sur l'os, honnêtement, là, tu sais. Puis ça marche pas tout le temps, en vérité, mais c'est un personnage qui symbolise quelque chose de profond, puis ce symbole-là, il est réel, et qu'il y a une vérité poétique fondamentale. Mais ce qui est important dans la Guerre des Étoiles, c'est pas les mots de Yoda, c'est l'affect profond qu'on ressent, puis c'est ça, c'est la vérité poétique, c'est l'illustration. Comment pas tomber dans l'erreur? Quand je regarde une œuvre d'art, là, OK, c'est un récit poétique. Ce qui est important, c'est l'histoire. Puis le discours qui est raconté, OK, c'est fait partie de l'histoire, mais c'est pas la totalité, c'est un détail, OK? C'est une manière d'illustrer le truc, OK? Puis quand je raconte un récit, tu sais, quand j'essaie de présenter un raisonnement, ben, le miroir du piège, c'est méfiez-vous des gens qui semblent vous présenter un raisonnement logique, mais qui en vérité sont en train, peut-être à leur insu, de vous vendre plutôt un récit. Puis ça, c'est là-dedans qu'on baigne à la journée longue. Puis entre vous et moi, c'est une de mes petites missions sur Terre de comment je dirais ça, de démêler ça. OK. Puis voilà, donc si vous voulez m'aider, j'ai un Patreon, où est-ce que vous trouverez la vidéo dont j'ai parlé. Merci énormément du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent, soit sur Patreon, soit dans les commentaires ou juste en envoyant des pensées positives. Je vous le rends au millième. Voilà, de tout mon cœur. Et c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. La vie est formidable. Vie longue et prospère. À la prochaine.